I'll switch to English now. Je passe à l'anglais pour présenter donc Mahan Moalemi. Je suis très heureux de l'avoir ici. Mahan est en fait un organisateur basé à Téhéran qui est maintenant à Cambridge, qui fait un doctorat à Cambridge. C'est un fellow pour les arts visuels. L'intéressant concernant ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est cette relation au futurisme, à l'avenir, à l'ethnofuturisme, comme on l'appelle. Et maintenant, sans plus tarder, je donne la parole à Mahan Moalemi. Merci beaucoup. Donc, eh bien, merci de m'inviter. Merci donc à Maya Hoffman, à Vassilis, à Martin Guinard et les autres ici à Luma pour nous rassembler pour ce symposium très prometteur. C'est un privilège d'être ici, d'être au plaisir d'être ici parmi vous pour partager quelques idées, quelques questions. La recherche que je vais vous présenter aujourd'hui ne traite pas de la production de nouvelles connaissances, mais il faut créer différentes configurations de connaissances et s'appuie sur les travaux de beaucoup de théoristes et d'artistes que je vais mentionner pendant la présentation. Également, je veux que cette présentation soit en fait une incitation à penser, à discuter plutôt qu'une série d'arguments structurés complètement. Donc, faites preuve de patience, il y a des lacunes ici et là, et veuillez vous rappeler que votre feedback est très important pour moi. J'aimerais commencer par traiter cette notion d'ethno-avenir. Est-ce que je devrais peut-être changer la diapo? Comment ça fonctionne? Eh bien, également, pourriez-vous minimiser, réduire l'image? C'est plus important de voir le texte. D'accord, les mots sur l'écran. Merci. Je vais commencer par traiter la notion d'ethno-avenir qui concerne la distanciation. Il faut évaluer la distance du statut de l'humain, du sujet de l'humanisme libéral, dont la forme change comme les lignes tirées dans le sable, mais ceci maintient un degré de reconnaissance, de lisibilité exigé par les disciplines des humanités. Cette citation d'un essai du philosophe de la technologie Dong Kong Yu est édifiant, je pense. Il résume une critique particulière de l'humanisme du point de vue de l'expérience globalisée du temps dans les circonstances de la modernité capitalistique où, grâce au processus dont oui parle comme la modernisation en tant que synchronisation qui sont nécessaires pour maintenir l'illusion de l'hyper-réalité d'un discours unifié de l'humanité. Lorsque je vois la conception de la moralité comme problème et comme une opportunité, c'est très utile. Je pense qu'il faut dédramatiser la fin de l'humanisme en proposant l'hypothèse que l'apocalypse n'est pas seulement un événement à l'horizon, mais une structure déjà en motion, en mouvement. L'apocalypse n'est pas seulement une question de théologie mal comprise, d'un sujet éclairé. L'apocalypse est en fait concomitante à l'humanité comme une nécessité pour son développement. Pour l'humanisme, eh bien, ni la fin de l'histoire, ni la fin du monde ne sont récents ou futurs. Ce qui pose question, c'est cette question de l'histoire et de quelle histoire parlons-nous lorsque nous parlons d'une fin, lorsqu'on parle d'un commencement qui précipite en fait un autre début ailleurs. La thèse, malheureusement célèbre, la fin de l'histoire, était une conviction concernant le fait d'empêcher la fin du monde pour les humains, mais lorsqu'on considère tout ce qui est exclusé du statut humain comme inséparable du processus de la construction d'un monde, on réalise que l'avenir est en fait une dynamique de changement et de survie qu'il faut donc prendre en compte afin de voir ce qui se passe. Je me demande comment l'ethnofuturisme pourrait servir comme véhicule pour nouer un dialogue avec cette potentialité obsédante d'une autre histoire du monde. Mais oui, est important, car il fait une remarque importante concernant la politique du temps à l'âge du capitalisme globalisé ou mondialisé.
Ce qui est un temps précis comme chronopolitique n'est pas une alternative ou quelque chose de rival à la géopolitique, mais quelque chose qui est déjà en marche. Ce sont les ordres temporels et les schémas du monde qui sont incorporés dans des configurations spatiales. Les narratifs, les récits narratifs parlent des événements, des caractères, mais également des chronotopes qui font que le récit soit possible. Le terme chronotope a été inventé par le théoriste littéraire russe Mikhail Bakhtin, qui a défini ceci comme l'interconnectivité intrinsèque des relations temporelles et spatiales, comment l'espace devient chargé et responsable et qui réagit au mouvement du temps. Mais je pense qu'il faut avancer les choses et savoir que les chronotopes normatifs sont responsables lorsqu'on parle de comment l'espace sont chargés de mouvement, également de l'immobilité du temps. Plus spécifiquement, c'est la gestion et la distribution de la moyenne temporelle qui a été théorisée par l'anthropologue Johannes Fabian. Il a défini la politique du temps en termes des relations de pouvoir qui sous-tendent la façon dont l'anthropologie, comme discipline, nécessite une lacune temporelle ou un déni de contemporanéité entre l'expert et le sujet de l'étude. Lorsqu'on parle des réalités de la science-fiction, c'est un exemple. Les anthropologues voyagent dans l'espace, mais également dans le temps. Là où ils voyagent, eh bien, naturellement, ils sont fixés dans un espace-temps fixe. Les anthropologues se déplacent et rencontrent des gens des cultures du passé, comme s'ils étaient figés dans le temps ou dans un espace sans temps. Il est nécessaire donc important pour réaliser que c'est progressif. La notion de contre-futur vous dit comment l'assumation violente du manque de temps persiste dans le développement et les politiques du capitalisme global, que nous voyons comme le capitalisme de science-fiction d'après le critique culturel Mark Fisher. Il sert de ce terme dans un essai de 2001 et je pense que les 2 décennies plus tard, avec l'ascendant du capital financier et la centralité de la spéculation, le terme est vraiment évident. Les spéculations sur l'avenir sont en circulation comme une commodité importante contre, eh bien, Coward Eschen écrit que les contre-futurs que vous connaissez, dans ses considérations sur l'afrofuturisme, il écrit donc si les scénarios mondiaux sont des questions spéculatives qui sont concernées par la création de futurs pour le marché, l'afrofuturisme a une première priorité qui est de reconnaître que l'Afrique existe en tant qu'objet de projection futuriste. La réalité sociale africaine est déterminée par des scénarios intimidants globaux et les projections de fin du monde qui prévoient des décadences de paupérisation. Donc, les contre-futurs, en fait, essaient d'intervenir avec les chronotypes normatifs projetés au nom du futur, qui sont conçus pour préserver et prolonger les déséquilibres du status quo pour faire que l'Afrique soit la zone de dystopie absolue et de futur d'avenir prédateur. C'est ainsi comment un temps chaotique se transforme dans un temps qui ne peut jamais guérir. Comme vous avez compris, les néologismes comme méthode sont importants pour ce projet. Je pense que les néologismes s'adressent aux pratiques qui sont concernées également. Donc, je ne vais pas en parler en fait, et on va, dirais-je, revenir à ça plus tard. Comme vous l'avez compris, les néologismes comme méthode sont importants pour ce projet. Je pense que les néologismes s'adressent à cette pratique qui est plus préoccupée par des assemblages et des constellations de connaissances plutôt que de la production de nouveaux contenus. Un néologisme, c'est comme un montage ou un remix, et je pense qu'il y a une thèse particulière concernant la nouveauté dans chaque exemple de néologisme, car ça peut montrer que c'est pas la nouveauté, mais l'orientation qui est importante. Un néologisme, en fait, vous donne une signification qui est importante. Un néologisme, c'est comme une archive
compacte. C'est comme une capsule historique. Dans ce sens, je pense qu'il y a un lien de méthodologie entre la génération des néologismes et comment tracer les trajectoires des connaissances en espace et en temps. Mélanger est également comme un objet déjà fait, trouvé, mais si on la crée soi-même. Il y a toujours déjà tellement d'idées là-dedans. Par exemple, après avoir pensé que l'ethnofuturisme est un terme générique pour approcher une archive de différents futurismes, en 2017, j'ai compris que le monde déjà existe et que l'histoire revient à un groupe de jeunes poètes d'Estonie, mais des peintres et des interprètes au début des années 90, à la fin de l'ère soviétique. C'est un mouvement esthétique qui mélange les traditions du folklore finno-ugrien et le romantisme national des principes modernistes. Mais naturellement, ce mouvement semble politiquement inoffensif. Andrés Kröger, qui a travaillé à Anvers, a fait des projets avec des artistes estoniens, la génération des ethnofuturistes, y compris le peintre Ismail Efimov, dont le travail que l'on voit à droite, un peintre qui est passé d'une carrière très réussie en tant qu'artiste socialiste à un artiste sur papier, un style syncrétique entre la figuration et l'abstraction qui fonctionnent comme des icônes. Mais il y a également quelque chose de schizophrénique et qui se désintègre sur ces icônes ou ces esprits. La performance semble continuer et l'esprit ou l'icône reste en devenir. Les formes divergentes de figuration, d'abstraction et d'animisme sont importants. L'art d'Efimov ne participe pas à la tradition estonienne ethno-futuriste et il a par les Nouvel Âge inspiré une vision apolitique de la positivité spirituelle. Le point important, c'est que leur discours, en fait, a beaucoup changé, et si bien qu'il a été pris par un mouvement, un récit ethno-nationalisme en Estonie. C'est une manifestation de ce changement. Ce que les auteurs signifient par la renaissance de l'Europe, c'est en fait une élogie anti-mondialiste et xénophobe pour s'assurer que le libéralisme meurt aux mains des Européens indigènes et non pas des envahisseurs islamiques. C'est un populisme que l'on voit au Royaume-Uni, en Europe et en Asie du Sud-Est. Mais en fait, c'est le néolibéralisme qui a réalisé ce rêve post-modernisme d'un mélange entre le passé et l'avenir. L'anthropologue duo John et John Komarov ont écrit ceci dans leurs études de l'identité Zulu en Afrique du Sud. Ils se demandaient, est-ce qu'il pourrait avoir, je cite, est-ce qu'il pourrait avoir un avenir où l'ethnicité est matérialisée et métaphorique comme dans les ethno-avenirs. C'est important, dirais-je, dans l'économie identitaire. Bien, je pense que ce sont des questions rhétoriques. La réponse est oui, naturellement, mais je pense que ceci doit être important également. Ceci doit être, dirais-je, compris. Une approche affirmative ne veut pas dire que ça doit ne pas avoir un monde post-capitaliste. Ceci demande une approche entre les traitements tribalistes et l'approche capitalistique. Avant de discuter d'exemples d'ethnofuturisme, j'aimerais mentionner mes tentatives pour les rassembler dans un volume qui a été publié dans le Meyers Verlag en Allemagne en 2018. Je pense que ce même peut expliquer comment j'ai approché le projet de livre il y a quelque temps. C'est un livre qu'un super-héros aurait confondu avec une philosophie de par le monde et dans différents espaces de temps.
Je n'oublierai jamais les commentaires qu'un ami m'a donnés sur ce livre lorsqu'il a été créé. Il a dit, c'est fantastique, mais tu ne veux pas avoir 50 couleurs de futurisme brun. Bien, je ne suis pas sûr de vouloir le faire. 50 couleurs de brun, eh bien, c'est pas trop mal. Mais par rapport aux principes de représentation ou d'inclusivité qui sont importants, le problème avec un projet de ce livre est allégorisé par les lunettes. Pour voir ce projet d'ethnofuturité, il nous faut un appareil conceptuel ou une lentille critique. Par exemple, l'illusion qui sépare la science-fiction de la réalité sociale. Ceci étant, j'aimerais maintenant vous parler de deux projets dans le contexte de l'ethnofuturisme. Le cynofuturisme est un essai vidéo de l'artiste de Londres et le concepteur de jeu Laurence Leck qui explore les parallèles entre l'intelligence artificielle et le développement technologique chinois. Leck combine les éléments de science-fiction, des documentaires, du réalisme social et la cosmologie chinoise afin de parler des dilemmes culturels et sociaux de la Chine et des gens et du peuple dans sa diaspora. Dans ce film, la voix informatisée d'un texte déclare, et je cite, « Le cynofuturisme est un mouvement invisible, un spectre déjà incorporé dans des millions de produits industriels, 1 milliard d'individus, 1 million de récits. Voilà, c'est un mouvement non basé sur des individus, mais sur des flux qui se chevauchent, des flux de population, de produits, de processus. Car le cynofuturisme est né sans intention consciente ou de paternité. Et on le confond souvent avec la Chine contemporaine. Mais ce n'est pas le cas. C'est une science-fiction qui existe déjà. Une fiction qui est clarifiée par Leck dans une interview où il dit que le robot, dans le sens d'un agent sans l'expérience humanisme libéral, et pour l'afrofuturisme, et ce que l'artificialisation est important pour le cynofuturisme. Ce sont des infrastructures diffusées de réseaux neuraux qui surpassent le vocabulaire des imaginaires de l'humanoïde. De la Chine, en tant qu'unité géopolitique, dont la représentation globale incorpore les gens comme des métonymes et représentés comme un agent submissif qui peut être formé à différentes tâches, qui dépasse les capacités supposées de l'humain. C'est le sujet de l'humanisme libéral. En d'autres mots, l'imaginaire souligne et la centralité de l'humanisme libéral pour le développement du temps historique. Mais le cynofuturisme est ambivalent, qu'il soit pour un relancement de la dominion économique, culturelle, sociopolitique, mais c'est en fait un sens de transhumanisme suprématiste où c'est un certain mode de post-humanisme subalterne qui est conscient des façons dont l'humanisme et les processus simultanés sont reterritorialisés selon des circonstances crypto-expansionnistes. Mais ce qui me fascine dans l'approche de Leck est qu'il poursuit dans 2 films animés qui sont des suites de cet essai, c'est comment il essaie d'internaliser et d'inverser le récit techno-oriental de la Chine. On peut extrapoler la vision, une certaine suggestion que se trouve dans des représentations réductives et de ceux qui sont sujets à des décennies et des siècles de violence impériale. Il faut reconnaître ce qui a été infligé en tant que terrain commun pour organiser leur institution. En embrassant 7 stéréotypes clés de la société chinoise, jeux, études, etc., et vers les limites logiques, le cynofuturisme demande comment les imaginaires exotiques, par exemple, peuvent ouvrir un espace partagé pour défier la limite de puissance de l'altérisation. L'autre travail que j'aimerais discuter, c'est une assiette de science-fiction très rapide de 2019,
de l'artiste palestinien basé à Londres, Larissa Sansur, en collaboration avec Soren Lind. Le film est dans un Bethléem post-apocalyptique, quelques décennies après que la ville a été balayée par un désastre environnemental dévastant. Une mère sur son lit de mort et un clone de sa fille morte discute du passé et de l'avenir dans un bunker souterrain, l'espace où la vie peut continuer après la Palestine post-apocalyptique. La fille clonée ne peut pas expérimenter le monde avant la catastrophe, mais les mémoires de ses ancêtres sont implantées dans son psyché conçu. La mère, qui est plus ou moins sa fille, discute des points de référence de leurs identités. Ils vivent un traumatisme, mais avec différents degrés d'attachement. La fille se plaint des symboles des fictions qui remplissent sa tête et qui ont construit sa connaissance du monde qu'elle n'a jamais expérimenté et qu'elle ne pourra jamais faire. Et la mère réplique avec des histoires comment des mondes sont nés de contes et de fictions, d'une répétition orchestrée et d'une production pensée de certains imaginaires sans beaucoup de fondement de l'expérience de quelqu'un. Les scènes de leur conversion dans ce bunker sont traversées par des flashbacks de la vie avant la catastrophe et des images de Bethléem. Dans cet éco-désastre, nous voyons donc des liquides qui passent vers les rues étroites, une image qui évoque les maîtres mots post-apocalyptiques classiques, mais faisant penser à des catastrophes environnementales spécifiques qui ont lieu comme la marée noire du Golfe en 91. On se sert de la science-fiction pour lever des questions importantes sur les identités de la diaspora au niveau palestinien, au niveau global. Comment les traumatismes passés donnent notre sens de soi-même. Comment on peut vivre par des images ou par un symbole. Comment une nation entière peut vivre par une image ou un symbole. Quels sont les modes d'appartenance qu'il peut créer par rapport aux catastrophes coloniales et climatiques. Le film, en fait, lie le colonialisme des colons avec l'indoagétique. C'est important pour le futurisme spéculatif aujourd'hui, des réalités aujourd'hui. Ici et là, dans le film, il y a une fascination avec la préservation des plantes natives, un verger de plantes dans le bunker cultivé par des semences préservées avant la catastrophe. Il y a des photos de ce verger souterrain avec la mère et sa fille qui cueillent des olives en dehors de Bethléem, qui n'est accessible aux Palestiniens, vu les colons israéliens. En vitro, on souligne l'importance du territoire, de la culture indigène et des éléments de l'héritage culturel. J'aimerais finir par une proposition schématique qui concerne une réévaluation des comparaisons entre différents futurismes. Ce schéma à droite est un point de référence dans l'histoire de l'ethnofuturisme en Estonie, où vous avez des intellectuels estoniens éminents et puissants qui commencent à promouvoir des idées de mouvements littéraires avec une idéologie pour des gens qui recherchent à concilier leur héritage culturel et le progrès social au tournant du siècle. Le scientifique politique et l'ancien politique Rainta Kepegara, qui a écrit concernant les minorités finno-ugriennes en Russie, a conçu un triangle ethnofuturiste en ajoutant deux néologismes de son propre cru. Le cosmofuturisme, orienté vers un avenir qui n'a pas de race et d'ethnicité, et un ethnoprétérisme qui vous dit que l'ethnique, le parti ethnique est pur. L'idée d'un juste milieu dans l'ethnofuturisme en termes d'un traité de paix double ou d'un modus vivendi qui est très clair lorsqu'on voit ce triangle. Mais ces modèles considèrent les différentes restaurations du passé et de l'avenir en tant que logiques séparées, différentes et rivales. Étant donné que le néologisme a fait au juste milieu poétique, l'ethnofuturisme est au bord de l'effondrement
veut les idéologies capitalistes ou tribales. Il nous faut donc un autre modèle pour ces tendances. Il nous faut un modèle à plusieurs couches. Ce que je suggère pour un projet aux disciplines de futurisme comparatif, c'est une méthode où non seulement les futurismes sont différents, on peut les comparer avec les uns les autres, mais également il faut un différentiel tertiaire qui est en fait important dans le monde ethnofuturisme. Je pense que ce différentiel permet de savoir comment les futurismes peuvent se comparer au cadre qui oppose les processus d'identification contre les modes d'aliénation. Et ce qui, pour moi, est important, il faut donc penser différemment au niveau des identités anthropiques et humanisme. Ceci peut nous aider à savoir comment les chronotoques perdent leur charge entre différentes configurations planétaires, comme les électrons se déplacent au niveau de l'énergie autour du noyau d'un atome. Et je me demande si on pourrait prendre des idées de ces unités d'énergie qui sont la base de la mobilité à différentes échelles pour conceptualiser quelque chose de différent au niveau des points communs temporels. Ma question est comment conceptualiser les points communs sur la base de ces similitudes au niveau du temps vers différentes échelles. Peut-être il nous faut une critique théorique de l'avenir qui peut orienter les mémoires et les peurs de l'ethnocide d'un côté et les attractions des modes existants de cosmopolitisme de l'autre côté vers une compréhension politique de la génèse avec les rythmes matériaux et les temporalités du devenir. Merci beaucoup. Thank you so much, Mahan, for this talk. We have a bit of time for questions. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques questions. Questions du public, mais avant la question, ce que j'aimerais vous demander, tout d'abord, c'est donc cette conversation avec des notions. Vous avez trois pôles. Il y a là tout ce qui est la xénophobie, c'est-à-dire la peur de tous les futurs, ou créer une sorte de nationalisme qui se projetait dans l'espace. Et puis vous avez le cosmo et puis l'ethno. Il est très important de voir dans votre travail et dans les gens avec lesquels vous travaillez, Kojiro Shun, etc., ainsi que d'autres, il est important qu'il y ait une sorte de décolonisation de l'imaginaire. Ça a été cité plusieurs fois dans l'imaginaire des mâles blancs. Et l'ethnofuturisme, pour vous, est une manière d'essayer d'aider à cette décolonisation de l'imaginaire. Mais ma question est, pensez-vous que vous ne risquez pas d'accentuer le processus et d'aller à l'encontre de votre objectif à travers cette littérature, cette ethnolittérature? Alors, pour répondre à cela, deux choses. Ce que je veux dire quand je parle de xéno, dans ce cadre, est en fait contraire à cette vision craintive d'un avenir dans cette constellation. Je crois que c'est soit l'ethno, soit le pôle ethno, soit le pôle cosmo qui sont fixés et reterritorialisés. C'est-à-dire cosmo dans le cosmos du capitalisme global, et même chose pour l'ethno, alors que xéno, l'aspect de étranger, semble être la voie de sortie de cette option binaire. Je prends la xénogenèse d'Octavio Butler, l'auteur de la science-fiction américaine. C'est le titre d'une trilogie qu'elle a terminé d'écrire en 89, je crois. Pour brièvement vous raconter l'histoire, la xénogenèse est le processus par lequel les humains finissent par survivre une catastrophe, mais en se reproduisant avec des aliens. Donc les humains comprennent qu'ils doivent laisser tomber leur humanité si l'humanité doit aller quelque part ou il doit en rester quelque chose. Donc ils doivent se reproduire avec des aliens. Donc c'est, enfin je le prends à partir de là. Donc ces choses ne sont pas si fixes. Mais par ailleurs, comme je l'ai dit lors de nos précédentes conversations, c'est assez risqué l'ethnofuturisme. Quel est le risque? Le risque pourrait être
l'essentialisation d'une part, mais aussi le branding, comme dans la citation que j'ai prise des Kamerov, c'est-à-dire, alors que nous sommes en train de créer les ethnofuturismes, c'est la manière dont nous approchons la notion de risque, c'est-à-dire, par exemple, une entreprise semblable à ce dont se plaignait Sophia. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pas sexy, entre guillemets? Mais bon, les choses sexy ne sont pas quelque chose de nocif ou négatif en soi. Ça dépend juste de la manière dont on les approche. Mais l'objectif de créer ces visions, ces néologismes, est plus important que les risques qu'on encourt en ce faisant. Est-ce que ça répond à votre question? Eh bien, je dirais que c'est vraiment très beau parce que vous parliez de ces narratives hongrois ou finno-ougriennes qui sont un peu difficiles à comprendre. C'est d'essayer de comprendre à quoi ressemblerait l'avenir. Et il y a cette notion de soi hermétique qui est reprojetée dans l'avenir. Les narratifs du passé et les liens dans le sens négatif avec le nationalisme. C'est pourquoi ici le xéno a cette même tendance, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle cette nouvelle initiative qui est née entre Budapest et Berlin et qui a été menée par un collectif indépendant d'éditeurs, Technologie Unheimlich. Ils promeuvent cette idée de futurisme à point nommé. Ce qu'ils promeuvent, c'est ce qu'ils appellent un mouvement post-hongrois qui englobe la xénoesthétique. Et par ça, ils veulent dire que notre histoire ethnique, que notre héritage ethnique a déjà été repris par les ethnos ou le gouvernement ethno-nationaliste ou par l'idéologie dominante. Donc pour nous, de déclarer être hongrois, c'est nous séparer de ce qui a été établi. Donc il doit y avoir un degré de défamiliarisation pour pouvoir retenir ou reprendre l'identité ethnique, mais aussi pour pouvoir faire avancer ou dépasser les pièges de fermeture de la société, d'ethno-nationalisme. Eh bien, je crois que c'est une très très belle conclusion qui, d'ailleurs, résonne très bien avec Johan Stahl, que nous avons la chance d'avoir avec nous, et qui parle d'établir une camaraderie avec d'autres espèces qui seraient considérées comme aliens ou étrangères et de réimaginer ce que ça pourrait être, de créer ces liens. Y a-t-il des questions dans la salle? Non, des questions? Jonas, would you like to ask a question? Microphone, please. Merci beaucoup pour cette présentation fantastique. J'ai compris depuis le début de votre présentation que le progrès inhérent à l'apocalypse, et vous parlez de naviguer dans différentes échelles du temps, c'est-à-dire défaire notre lien au temps linéaire. Et je me demande comment ça est relié au rêve, pas comme une échappatoire, mais le rêve comme un espace où les ancêtres et les descendants coexistent dans un même espacement. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que vous proposez une égalité des temps, ou une égalité des échelles de temps? Et les formes d'art que vous proposez sont comme des passerelles ou des espaces de temps qui ne se réfèrent pas au temps comme quelque chose de figé, mais montrent cette égalité des différents mondes qui interagissent. Eh bien, merci beaucoup, parce que c'est vraiment une question formidable. Ce qui me fait hésiter quand je prends en considération ces différentes échelles de temps comme étant également accessibles, c'est parce que les rêves ont été
capitaliser, c'est-à-dire que cet espace de rêve alternatif qui peut faire appel à un temps ou à une époque différente comme le présent est sous pression multiple. Donc, ces différentes époques, nous pourrions conclure qu'elles peuvent coexister, mais d'y avoir accès n'est pas le résultat d'un choix, ni même le résultat de remonter à des instruments qui faisaient cela auparavant, parce que le monde a changé tout simplement. C'est pour ça que je pense que la politique qui est importante, et non, on peut dire, oh, la science-fiction, c'est sympa, on peut remonter dans le temps, ou... non, 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 il y a des espaces où c'est possible, mais il y a des garde-fous. Il y a un garde-fou qui contrôle votre manière de naviguer dans ces espaces. Donc, ce n'est pas seulement une question de développement technologique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Nous pouvons prendre une autre question. Si vous le voulez. Then I'm just going to take like... Alors, je vais, puisque nous avons encore 3 minutes, prendre cette occasion pour vous poser une dernière question. Vous savez, Sophia Almaria, dans ses vidéos, préférait le terme fiction spéculative plutôt que science-fiction. Et vous parlez de différentes formes de futurisme. Mais comment pourriez-vous nous dire un petit peu plus comment le futurisme est plus qu'un outil pour vous et comment il se relie à tout ce dont nous avons parlé? Eh bien, moi, je suis arrivée à m'intéresser à la science-fiction à travers le futurisme. Moi, je n'étais pas de ces adolescents qui lisaient des romans de science-fiction. Comment est-ce que vous feriez la différence entre les deux? Vous l'expliquez? Bon, à travers mon expérience personnelle, c'était pas que je m'intéressais à la science-fiction, c'est simplement que j'avais peur du futur. Je ne savais pas ce que le futur allait nous réserver ou ce qui allait se passer. Mais une fois que vous entrez dans ce monde, vous réalisez qu'il y a pas mal de littérature sur ce point. Et d'ailleurs, je dois dire que si j'étais dans le domaine des sciences pures et pas des sciences humaines, j'aurais pas pris ce point de vue. Enfin, j'aurais pas pris le chemin du futurisme et de l'intérêt pour ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans les sciences humaines pour inclure des sciences, une analyse critique de la science-fiction. Ça se produit seulement maintenant parce que c'est tellement spéculatif ou tellement hors sol parfois que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de matériel, pas quelque chose dans le monde qu'on peut encercler. Donc c'est très difficile de l'inclure dans le monde académique. Mais maintenant, je crois que le futurisme pourrait peut-être servir de lien entre le monde de la science-fiction et le monde des sciences humaines. Ça pourrait être un pont, avec le secret espoir que l'un des deux conquerrait l'autre. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci encore, Mahan, pour cette formidable présentation que vous nous avez donnée.